Bonsoir ou rebonsoir, c'est une soirée exceptionnelle qui vous est proposée en partenariat avec Le Parisien. Ça n'est pas un cours d'économie, c'est toute notre histoire récente racontée par Pierre Arditi qui va défiler sous vos yeux, un peu comme un roman avec ses personnages et ses rebondissements, sauf que tout est vrai. Vous avez été très nombreux à nous envoyer vos questions, vos remarques, vos réactions à propos de cette émission de France 2, le roman de la crise, très regardée, bien faite il faut le dire. La première question qui se pose, à qui Arditi a-t-il fait appel pour nous expliquer la crise? Alors Daniel Cohen, vous êtes un économiste réputé, alors expliquez-moi. C'est un peu court, monsieur Arditi, réputé. Il aurait fallu nous dire qui est exactement Daniel Cohen. C'est un conseiller de la banque d'affaires Lazard, franco-américaine. C'est donc une banque qui aide les riches à devenir plus riches, qui gère les fortunes, qui est spécialisée dans les privatisations, fusions, restructurations qui ont permis aux grands groupes français de se renforcer dans les décennies précédentes. C'est aussi un proche de Strauss-Kahn, l'homme qui à la tête du FMI fait tant de mal aux pays du tiers-monde. Donc la question c'est pourquoi vous invitez un économiste qui gagne sa vie au service des riches et pas des économistes plus critiques comme Raoul Génard, Michel Husson, Henri Houben. Donc, tout commence par un paradis. La France des années 50, c'est la conviction partagée que l'avenir s'annonce radieux. Le pays vit une période extraordinaire, les 30 Glorieuses. Alors expliquez-moi, pourquoi nous avons laissé filer ce qui m'apparaît encore comme un paradis? Paradis, ça dépend du point de vue. Il faut quand même rappeler que les années 50, 60, c'est la sale guerre contre l'Algérie, contre le Vietnam. C'est-à-dire que le tiers-monde crève de faim sous le colonialisme, il est obligé de prendre les armes pour se libérer. Et pourquoi est-ce qu'on colonise le tiers-monde? Eh bien parce qu'en le dominant par la force, on peut faire des profits énormes. On ne paye pas les matières premières, on ne paye pas la main-d'œuvre, on corrompt les dirigeants, donc toutes les richesses sont détournées, la pauvreté reste et la richesse part ici. Donc, cette émission, c'est ça qui me gêne. Elle est totalement centrée sur la France, un peu les États-Unis. Un homme sur 3 dans le monde crève de faim, c'est totalement absent de l'émission. Il y a un autre facteur. À l'époque, dans les années 50-60, l'énergie est bon marché. Dans les années 70, le prix du baril est multiplié par 4 une première fois en 1973, une deuxième fois par 2 en 1978. Tout ça renchérit les coûts. La crise des années 70, le premier choc pétrolier, ça je m'en souviens très bien. Ah oui, très bien, tout à coup le monde est devenu plus rude. Bon, alors Arditi, Cohen sont de grands défenseurs d'Israël, alors on en profite pour mettre un peu la faute sur les Arabes qui auraient demandé trop cher pour le pétrole. Il faudrait juste dire qu'en fait le pétrole avant on ne le payait pas, ce qui était évidemment un bon facteur de prospérité de cette France paradisiaque dont nous parle Arditi. Maintenant c'est vrai qu'il faut faire remonter la crise à beaucoup plus haut que 2008, elle a commencé bien plus tôt, mais elle n'a pas commencé en 73, elle a commencé encore avant. Et il y a un problème, comment on explique la crise? Dans toutes les missions, il y a les méchants. Il y a Reagan qui baisse les salaires, qui est anti-syndical. Il y a les Golden Boys qui veulent gagner trop d'argent en bourse. Il y a les gentils aussi qui font des erreurs de temps en temps. Et les erreurs ont des conséquences. Mais en fait, l'explication des crises, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Ce n'est pas une question de quelques personnages, contrairement à ce que nous explique à un moment donné, au tout début, Arditi. Je me dis comment avons-nous pu troquer ce monde paisible de mon enfance pour celui dans lequel nous vivons. Et j'ai fini par comprendre une chose. Il a fallu beaucoup de cupidité et de naïveté pour en arriver là. Des personnages avides, candides ou impatients ont combiné leurs efforts pour nous entraîner dans une crise qui est la plus grave depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas un problème de cupidité de quelques personnages qui auraient provoqué la crise. En fait, la cupidité est le moteur même du système. Et c'est ça qui est absolument pas clair dans l'émission. En fait, toute l'émission, c'est comme dire à un lion, vous pouvez manger de la viande, mais une fois par semaine. On peut avoir de la cupidité dans le capitalisme, mais pas trop. Non, la cupidité, c'est le moteur. Avec une volonté féroce de gagner beaucoup d'argent. Non, ce que je veux vraiment, c'est les attraper, leur arracher le cœur et le bouffer avant qu'ils crèvent.
Le capitalisme, au point de vue économique, il est basé sur 3 principes. Premièrement, la propriété privée des biens économiques, c'est-à-dire que c'est une toute petite couche de gens qui décident ce qu'on va produire, où ça, à quel prix, qui va gagner, combien, etc. Deuxièmement, entre eux, ces capitalistes se mènent une lutte féroce pour savoir qui va pas seulement l'emporter, mais qui va survivre, parce que ceux qui perdent sont éliminés tout simplement. Le deuxième principe, donc, c'est la concurrence maximum. Et le troisième principe, c'est le profit maximum. C'est-à-dire que pour éliminer vos concurrents, vous ne devez pas faire simplement un profit raisonnable, normal, vous devez gagner beaucoup plus qu'eux. Alors la question, c'est justement comment on fait un profit maximum. Et étant donné que les richesses sont produites par les travailleurs, bien en fait, on devient très riche en payant ces travailleurs le moins possible. Et c'est tout ça, l'art du capitaliste, c'est de licencier un maximum de gens pour faire le travail par ceux qui restent et de les payer le moins cher possible. En France, par exemple, il y a eu, en 20 ans, une diminution de plus de 9% de la part des salaires dans l'ensemble de ce que produit le pays. 9% qui sont passés des revenus du travail aux revenus du capital en payant moins bien les gens. La France est un pays où on produit, disons en moyenne, 1800 milliards d'euros par an. Eh bien, ça veut dire qu'il y a 100 milliards d'euros qui sont passés de la poche des travailleurs dans la poche des capitalistes. Après, évidemment, on vient nous dire « Ah, il y a un trou dans la Sécu, il y a un trou dans les retraites de 12 milliards. » Évidemment, on vient de faire 100 milliards de cadeaux aux riches, évidemment qu'il y a un trou. Et alors, à qui on va demander de combler ce trou? À ceux à qui on a fait des cadeaux? Non, à ceux qui ont déjà dû payer les cadeaux et qui vont devoir payer une deuxième fois. Et donc, la même politique qu'aux États-Unis, elle a été faite en Europe, c'est-à-dire qu'on a baissé les salaires, on a baissé les retraites, on a flexibilisé le travail des gens, on a joué sur le chômage, on a diminué les revenus des chômeurs. Et donc, être capitaliste, c'est ça, c'est diminuer la part des revenus qui va au travail. Mais après, vous avez un gros problème. À qui vous vendez? Si le fin du fin pour un capitaliste, c'est d'appauvrir les travailleurs, à qui on va vendre les marchandises qu'on est de plus en plus capable de produire? Et donc, la contradiction fondamentale qui explique la crise depuis 1965, qui a été retardée, qui est rampante, on a fait des bulles pour la cacher, on a fait du crédit, mais c'est toujours la même crise depuis 1965, c'est que les riches sont de plus en plus riches, capables de produire de plus en plus, et les autres ne sont pas capables d'acheter tout ça puisqu'on les a appauvris. Donc, si on veut faire de l'humour noir, on va dire que le problème de la crise, c'est que les riches sont trop riches. La morale de cette histoire, c'est que le marché ne peut pas tout. Ah oui, l'idée que les marchés financiers peuvent se gouverner tout seuls est une chimère. Ben, on voit bien qu'on a besoin d'avoir recours à l'État pour qu'il fixe les règles. En fait, les États, ils n'ont pas perdu leur pouvoir. Ils l'ont utilisé au service de ce grand capital. Et la meilleure preuve, c'est qu'en 2000, tous les États européens, avec une majorité de gouvernements PS, se sont réunis à Lisbonne et ont décidé quoi? Ils ont décidé, en fait, de copier le modèle des États-Unis. Baisser les salaires le plus possible, allonger la durée du travail, pression sur les retraites, pression sur le chômage, une série de privatisations importantes. Mais quand vous privatisez le téléphone, l'électricité, la poste, le train, qu'est-ce qui se passe? 1. L'État encaisse moins de recettes. 2. Les gens payent beaucoup plus cher. L'électricité, la téléphonie, on n'a jamais payé aussi cher. Et en fait, ça veut dire que là encore, l'État a aidé à ce que plus de revenus aillent des travailleurs vers les capitales et les multinationales françaises et européennes qui ont fait énormément de bénéfices avec tout ça. Donc, en fait, c'est pas remplacé par le remplacer par Strauss-Kahn, ça va rien changer. Là, on a évidemment intérêt à nous faire croire qu'en changeant de cheval, ça va tout changer. C'est pas le cheval qui est le problème, c'est les règles de la course. Alors à la fin de cette émission, qui a en tout cas le mérite de faire réfléchir, de soulever des questions, tout le monde se demande quelles sont les solutions qu'ils vont nous proposer. Et alors là, patatras. Est-ce que dans cette planète encombrée, il y a encore une place pour la France? Mais bien sûr que oui. Il faut changer les menaces en opportunités. Je voyage énormément. J'ai fait un livre sur l'eau. Et je me rends compte que l'eau sera un des problèmes principaux que va rencontrer la planète. Et comme par hasard, les deux plus importantes et plus efficaces sociétés au monde dans le domaine de l'eau et de l'assainissement sont des sociétés françaises. Alors là, c'est justement un sujet que j'ai étudié
en analysant comment, en Amérique latine, mais dans le monde aussi, en fait, vous avez eu le phénomène de la privatisation de l'eau, c'est tout récent. Il y a des multinationales françaises, effectivement, Suez, Vivendi, qui est devenu Veolia, qui ont fait main basse sur le marché de l'eau, avec le soutien justement de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, des copains de M. Cohen et Orsena, de la manière suivante, je cite, durant la seule année 2000, la Banque mondiale et le FMI ont imposé la privatisation de l'eau à 12 pays pauvres et endettés, Angola, Bénin, Guinée-Bissau, Honduras, etc. Mais comment est-ce que ça se passe sur le terrain? Eh bien, à Porto Rico, par exemple, le magistrat Carlos Lopez a critiqué Suez pour avoir consacré, je cite, beaucoup d'énergie à perfectionner les méthodes de facturation et d'encaissement, mais n'avoir apporté aucune amélioration à la distribution d'eau potable aux consommateurs. Au Mexique, Vivendi Veolia a augmenté les tarifs de 60%, avec de nombreux défauts de paiement et de nombreuses coupures. Les canalisations ne sont pas entretenues, les inondations sont fréquentes. Tout le monde se plaint. En Bolivie, il y a eu une grande lutte contre la privatisation de l'eau. On a réussi à faire marche arrière. Et donc, M. Orsena, là, je me demande dans quel intérêt est en train de nous dire qu'on devrait être fiers parce que ce sont des Français qui ont fait main basse sur l'eau et qui se comportent comme des voleurs d'eau dans le monde entier. Il y a quelqu'un qui a toujours gardé en tête ses préoccupations éthiques. C'est M. Mohamed Younous. Je pense qu'une petite somme d'argent peut changer une vie. Et je me bats pour faire reconnaître que l'argent, ou le crédit pour se mettre à son compte, est un droit fondamental. C'est le microcrédit, un système de petits prêts bancaires conçu pour aider les plus défavorisés à développer une activité et à sortir de la misère. Alors le microcrédit, ça a l'air magnifique, moral, philanthropique, le capitalisme devient enfin généreux. Mais en fait, il faut bien dire que c'est une solution bidon. Sur notre site Investigation, on a publié un article où un économiste indien, Senath, fait le bilan justement, comment ça fonctionne sur le terrain. Première chose qu'il constate, c'est que en fait, c'est pas les indigents qui ont accès à ça, c'est les moyens pauvres. Et ça ne résout rien. Bien sûr, il y a quelques femmes qui ont pu avoir un soulagement temporaire, mais ça ne résout pas le problème de fond. On a d'ailleurs une étude qui montre que 8 ans après avoir bénéficié des micro-prêts de M. Younous, la majorité des familles sont toujours pas en état de satisfaire à leurs besoins de base. Et donc, elles utilisent l'argent prêté pour manger et pas pour un investissement productif. Et ça, on peut le comprendre justement en sachant qu'un prêt moyen de cette banque, c'est 130 $ au Bangladesh, moins en Inde. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Avec 130 $, vous achetez même pas une vache. Alors, ne parlons pas de résoudre le problème de la terre. Le problème de ces paysans indiens et Bangladesh, c'est qu'ils n'ont pas de terre. Et pour une terre, il faut au moins 2000 $. Et donc, le grand problème, c'est pourquoi ils n'en ont pas? Pourquoi il y a ces dernières années 150 000 paysans indiens qui se sont suicidés parce qu'ils n'arrivaient pas à rembourser et qu'ils étaient sans issue? Et ce qu'il faut dire, qui n'est pas dans l'émission, pour comprendre le drame des paysans de cette région et des paysans du Sud, c'est que nos multinationales sont responsables. Nos multinationales vont dans ces régions, elles prennent les matières premières, elles ne les payent pas, elles utilisent la main-d'œuvre, elles la payent le moins cher possible et donc ça en développe la pauvreté. Elles détruisent l'agriculture locale en déversant leurs produits, en utilisant quelques ressources pour l'agriculture d'exportation, mais pas du tout pour développer un marché local. Ajoutez à ça la dette où les banques s'enrichissent sur le dos du Sud, la corruption, les privatisations. On voit donc bien que nos multinationales ne sont pas la solution, elles sont le problème. Le budget du microcrédit dans le monde, c'est 12 milliards par an. Combien est-ce que les multinationales du Nord prennent chaque année dans le Sud? 300 milliards de dollars de bénéfices rapatriés. Rien que la totale française, déjà 14 milliards de dollars. Donc c'est de ça qu'il faudrait nous parler. Qui cause la misère? Nos multinationales. Évidemment, comme la banque Lazare de M. Cohen, c'est la banque des riches, évidemment, ils ne vont pas nous parler de ça dans l'émission. Toute l'émission est basée sur cette idée que la crise a été provoquée par la cupidité de quelques-uns et que si on fait attention, si on fixe des règles, on arrivera à empêcher ou à sortir de cette crise. En fait, c'est tout le système lui-même qui a pour moteur la cupidité. Et donc, il est vraiment urgent
de sortir de cette pensée unique, de ces explications officielles. D'autant plus urgent que la spéculation, peut-être qu'on n'a encore rien vu. Il y a toute une série d'autres bulles aux États-Unis, mais aussi en Europe, où on vit à crédit, où l'endettement s'aggrave, et quand ces bulles vont éclater, ça va être encore pire. Et chaque solution d'un problème aggrave le problème à long terme. Il faut faire remarquer une chose, c'est que ce n'est pas une crise unique, exceptionnelle. Le capitalisme a déjà connu 3 très grandes crises. Je ne parle pas de petites crises qui ont lieu tous les 4 ou 5 ans, mais 3 très grandes crises qui durent vraiment longtemps. Il y en a une qui a commencé en 1873. Et comment est-ce que les États européens s'en sont sortis? En organisant la colonisation, en allant coloniser et piller les richesses. Et tout ça a débouché sur la Première Guerre mondiale. La deuxième grande crise, commencée en 1929, pendant toutes les années 30, elle s'est résolue par la Deuxième Guerre mondiale et toute une série de destructions. Et la troisième, on est dedans maintenant. Alors effectivement, l'avenir est dangereux. La question qui se pose, c'est les États-Unis qui ont vécu sur le dos du monde entier, qui sont endettés, dont l'économie est en faillite,